Dans une précédente vidéo, la semaine dernière, on a vu que lors du changement d'état d'un corps pur, on pouvait observer ce qu'on appelle un palier de température. Alors c'est ce qu'on observe ici sur cette courbe orange. On a représenté ici la courbe de fusion d'un corps pur et un palier de température. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au cours du temps, la température va rester pendant un certain temps constante. Elle ne va pas augmenter. Et ça, c'est caractéristique d'un corps pur. Si j'ai un corps pur, je visualiserai sur ma courbe un palier de température. Si je n'ai pas de corps pur, cas de la courbe verte, eh bien ce changement d'état s'effectuera non pas avec un palier de température, mais avec une température qui continuera toujours de soit monter, soit diminuer, suivant le changement d'état que l'on fera, mais en tout cas qui ne restera pas constante au cours du temps. Donc si je n'obtiens pas ce palier de température, je ne serai pas sur le cas d'un corps pur, mais cette fois-ci d'un mélange. Alors ici, on a représenté une courbe de fusion. Comment je peux me douter que c'est une fusion? Tout simplement parce que la température, a priori, au cours du temps, est en train d'augmenter. Donc je fais un changement d'état, probablement, où je passe de l'état solide. J'ai ensuite un état intermédiaire solide-liquide. Et ensuite, j'obtiens l'état liquide sur cette partie-là du graphique. Alors en quoi c'est important de comprendre et d'étudier ce type de graphique? Tout simplement parce que l'étude d'une courbe comme ça va nous permettre de caractériser les différentes espèces chimiques. Concrètement, un corps pur, il a des propriétés qui sont justement notamment les températures de solidification, de fusion, de vaporisation, de liquéfaction. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que si je prends l'exemple de l'aluminium, eh bien, il va fondre, c'est-à-dire passer de l'état solide à l'état liquide, en augmentant la température, à une température de 660,32 degrés. Réciproquement, il va se solidifier si j'abaisse la température à cette même température, et cette fois-ci, il fera le changement d'état inverse, il passera de l'état liquide à l'état solide. Si je continue d'augmenter cette température de 660,32 degrés à 2519 degrés Celsius, eh bien, l'aluminium qui était liquide va passer à l'état de gaz. J'effectuerai alors, en augmentant la température, une vaporisation. Réciproquement, si j'ai du gaz d'aluminium que je refroidis, eh bien, en dessous de 2519 degrés Celsius, l'aluminium redeviendra à l'état liquide. Alors, c'est très intéressant. Pourquoi? Puisque chaque corps pur a des températures, comme vous pouvez le voir, qui sont différentes. Ce qui va me permettre, du coup, de les différencier à travers des expériences que l'on va faire. Si j'ai l'aluminium et l'argent sont par exemple deux solides, des métaux qui sont à l'état solide de couleur grise, eh bien si je n'arrive pas à les différencier, je peux très bien me dire je vais essayer de les faire fondre. En essayant de faire fondre de l'aluminium ou de l'argent, eh bien en atteignant cette température, eh bien je saurai qui est l'aluminium et qui est l'argent. Alors vous voyez que les températures de changement d'état sont assez variables. Dans le cas de l'hélium, il va par exemple passer de l'état solide à l'état liquide à moins 272,2 degrés Celsius et passer de l'état liquide à l'état gazeux à moins 268,93 degrés Celsius. En fait, les corps purs sont différenciables avec leur température de changement d'état. Alors j'ai rajouté l'eau, on en avait parlé la fois dernière. L'eau pure à 0 degré va passer de l'état solide à l'état liquide ou réciproquement de l'état liquide à l'état solide, et à partir de 100 degrés va passer de l'état liquide à l'état gazeux ou réciproquement de gazeux à liquide. Bonjour à tous, aujourd'hui une petite expérience qu'il ne faudra absolument pas essayer de reproduire à la maison. Elle peut être dangereuse, on va se contenter d'observer et même moi de mettre les lunettes pour se protéger. J'ai mis de l'eau à l'état liquide dans ce petit récipient. Je vais mettre l'eau en ébullition, la passer de l'état liquide à l'état gazeux. J'ai mis une petite plaque de fer pour essayer de répartir la chaleur afin que le verre n'explose pas. J'ai un bouchon qui va me permettre de rendre hermétique ce récipient. Le but de l'expérience est de voir si, alors on y est habitué, pour passer de l'état liquide à l'état de gaz, je suis obligé d'apporter de l'énergie ici sous forme de chaleur
La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on est obligé d'apporter de la chaleur pour créer cette ébullition qu'on va observer là? Est-ce que l'eau peut passer à l'état gazeux, donc se vaporiser, d'une autre manière? Ça y est, l'ébullition est atteinte. Je vais fermer mon récipient de manière hermétique avec un bouchon. J'éteins le feu. On se retrouve ici maintenant avec mon récipient, mon petit bouchon qui est donc scellé de manière assez hermétique et mon eau qui est à l'état liquide. J'ai de l'eau froide et donc on est coutumier, pour passer de l'eau à l'état de gaz, il faut la chauffer. Sauf si on joue sur les températures et les pressions de changement d'état. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Eh bien tout simplement, en mettant de l'eau froide, je vais refroidir les parois de mon récipient. Je vais donc abaisser la pression à l'intérieur de mon récipient et je vais donc aussi modifier la température de vaporisation de l'eau à l'état liquide, pour passer de l'état liquide à l'état gazeux. En fait, on est en train de créer exactement l'inverse de ce qui se passe dans une cocotte minute. Je suis en train d'abaisser la température de vaporisation de l'eau. Donc normalement, l'eau qui se vaporise à environ 100 degrés Celsius, à la pression atmosphérique. Et bien là, en ayant abaissé la pression à l'intérieur du récipient, je vais aussi modifier la température d'ébullition de l'eau qui va elle aussi s'abaisser. C'est pour ça que l'ébullition reprend. Vous voyez, hein, je refroidis et l'ébullition reprend elle aussi. Alors bien sûr, les températures d'ébullition et de changement d'état pour n'importe quel corps pur sont données à chaque fois à la pression atmosphérique. Si je modifie cette pression, je modifie aussi les températures. À bientôt pour une prochaine vidéo.